Comté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections américaines qui seront prévues dans 3 mois. Et dans 3 mois, les États-Unis auront ou non un nouveau président. C'est certainement l'événement électoral le plus important au monde parce que c'est l'élection, tout le monde le sait, de la personne la plus puissante du monde. Je ne vous dirai pas qui est mon favori, ce n'est pas très important. D'ailleurs, je ne suis évidemment pas électeur. Et ce serait d'ailleurs de toute façon un choix par défaut. Les deux candidats sont loin d'être idéaux. Personne d'ailleurs ne peut prendre le risque de faire un pronostic. Il y a 4 ans, tout le monde annonçait la victoire d'Hillary Clinton. Moi-même, j'y croyais. Et jusqu'à la veille de l'élection, des grands journaux comme le New York Times accordaient à Hillary Clinton 92% de chances de gagner. Et nous le savons, elle a perdu. Les sondages, cette fois, évoluent très vite. Il y a 3 jours, les jeux semblaient faits avec une avance de 15 points, c'est énorme, en faveur de Joe Biden. Certains journaux, même en Belgique, titraient « Trump peut-il encore gagner ?» Hier, pourtant, on annonçait dans un sondage provenant pourtant de la chaîne CNN, qui est très manifestement pro-Biden, que l'écart n'était plus que de 4%, soit une remontée de Trump de 11% en quelques jours, et qu'en outre, dans les 15 États qui sont les États clés, ceux qui votent parfois des républicains, parfois démocrates, l'écart n'était que de 1% en faveur de l'un ou de l'autre candidat. Et donc rien n'est joué dans une élection qui est d'ailleurs très compliquée, qui est en réalité une combinaison de 50 élections, une par État, où le vainqueur prend tous les délégués qui sont dévolus à son État, même s'il a 50,1% des suffrages dans cet État-là. Tout pourrait donc de nouveau se jouer à quelques voix près, et on pourrait même retrouver une situation comme il y a 4 ans, où Trump serait réélu, comme en 2016, avec moins de voix au total que son adversaire. Pourtant, cette élection est sans doute encore beaucoup plus importante que les précédentes, en raison de la très forte polarisation des deux camps qui s'affrontent. On a souvent reproché aux États-Unis d'avoir des élections où les camps se ressemblaient beaucoup et où, entre républicains et démocrates, l'écart en matière d'idées était vraiment très réduit et où les politiques finalement se ressemblaient très fort. On disait que républicains et démocrates, c'était blanc, bonnet et bonnet blanc. Beaucoup d'élus au Congrès et au Sénat menaient d'ailleurs des politiques assez éloignées du parti auquel ils appartiennent. Il n'y a pratiquement jamais eu aux États-Unis, sauf depuis l'élection de Trump, pas de discipline de vote dans les partis. Les présidents républicains parvenaient souvent à convaincre des élus démocrates au Congrès et au Sénat de voter leur projet et même de voter leur budget. Et inversement, tout cela évitait les virages trop brusques en cas d'alternance. Avec, évidemment, comme corollaire, le risque que rien ne change vraiment jamais. L'élection de Trump a changé tout cela. Les deux camps ont été très vite à couteau tiré. Les démocrates ont longtemps contesté leur défaite. En réalité, ils n'ont jamais avalé d'avoir perdu. Et Trump est devenu, pour eux, l'homme à abattre. Je pense que toute la politique du Parti démocrate depuis l'élection précédente n'avait qu'un seul objectif, abattre Trump. On l'a accusé sans preuve de connivence avec la Russie. On l'a soumis sans succès à une procédure de destitution, impeachment. Quant au président, il faut dire qu'il ne s'est pas embarrassé de forme, ce n'est pas son genre, on le sait, faisant pour faire passer des décisions très discutables, réellement à la hussarde. Tout cela a entraîné des votes au Congrès et au Sénat à l'européenne, majorité contre opposition, les partis pratiquant pour une fois la discipline de vote. De plus, les positions idéologiques des deux partis se sont radicalisées dans les deux sens. Sous Trump, le Parti républicain est devenu un vrai parti de droite, anti-immigration, favorable souvent à l'isolationnisme et même souvent protectionniste, tout en restant proche des intérêts des milieux d'affaires. Quant au Parti démocrate, il devient de plus en plus perméable aux idées de gauche et souvent d'extrême gauche.
des élections du midterm, il y a 2 ans, au Congrès, ont vu émerger quelques parlementaires que nous-mêmes, en Europe, nous qualifierions d'extrême gauche, comme l'extrémiste Alexandria Ocasio-Cortez, dont on parle beaucoup en Europe, mais qui se déclare ouvertement socialiste, un mot qui habituellement est considéré comme presque injurieux aux États-Unis. Même si Bernie Sanders a largement perdu les élections primaires démocrates, les idées de ce candidat, qui, il y a peu de temps, essayait encore de justifier la dictature communiste au Venezuela, font petit à petit leur chemin dans le Parti démocrate. Bref, les choix ouverts aux Américains sont beaucoup plus nettement différents que lorsque Bill Clinton, gagnant les élections 2 fois de suite, suivait la même politique assez centriste que son rival républicain aurait suivi s'il avait lui-même été élu. Trump est évidemment la cause de cette évolution dans le sens d'une radicalisation des partis. On peut le souhaiter ou le regretter. Biden n'a sans doute été choisi que pour éviter de faire peur avec un programme trop à gauche. Très peu charismatique, certains le prétendent même franchement sénile, il a jusqu'ici profité de la crise dans laquelle le président Trump s'est embourbé, la crise du coronavirus. Il a personnellement peu à proposer et les démocrates tentent de rassembler, non pour partager des idées, mais pour rassembler tous ceux qui détestent la convention démocrate qui vient de commencer. La voix, elle, très populaire de Michelle Obama, a ouvert les débats par des critiques visant Trump et en parlant à peine des mérites supposés du candidat Biden. En fait, le meilleur atout des démocrates, et ils l'ont bien vu, c'est Donald Trump. Le faire partir est sans doute le seul point commun entre Biden et ceux qui, dans son parti, font partie de la ligne d'extrême gauche. Le résultat des élections américaines sera également, comme toujours, mais sans doute un peu plus cette fois, tout à fait essentiel pour nous, Européens. En tout cas, pour ce qui concerne la politique internationale. Trump, peut-être pour de bonnes raisons, déteste le multilatéralisme, tous ces traités comme celui de Paris sur le climat qu'il a dénoncé. Et d'ailleurs, la politique climatique mondiale dépendra beaucoup du choc entre Trump et Biden. On voit mal l'Union européenne continuer à s'acharner à poursuivre des coûteuses politiques climatiques si, en plus de la Chine et de l'Inde qui ne se sont en réalité engagés à rien dans les accords de Paris, les États-Unis maintiennent leur décision de sortir de cet accord de Paris. Il en est de même des règles mondiales de libre-échange sérieusement menacées par l'usage de l'arme douanière par le président Trump et par la véritable guerre commerciale entre les 2 plus grandes puissances économiques du monde, et non, l'Europe n'en fait plus partie, la Chine et les États-Unis. Enfin, la politique américaine des États-Unis envers Israël risque d'être fort affectée par l'élection. Donald Trump a en tout cas le mérite d'être un ami d'Israël, tandis que Biden, qui a une position fort mitigée sur ce sujet comme sur à peu près tous les autres, risque d'être influencé par les idées souvent antisionistes, voire franchement antisémites, de la gauche du Parti démocrate. Plus que jamais, donc, l'élection présidentielle américaine de cette année comporte des enjeux essentiels, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Je vous remercie.